Bien, alors nous allons maintenant ouvrir cette audience de plaidoirie pour la finale. Et je rappelle aux parties qu'elles disposent d'un temps de plaidoirie initial de 30 minutes. Qu'ensuite des questions seront posées et qu'enfin elles pourront, à la fin de cette plaidoirie et de ces questions, ensuite à cette plaidoirie et cette question, disposer d'un temps de conclusion qui est également mis à leur disposition. Do you hear me, Ram? Okay. Yeah. Okay, perfect. So I remind you that you have 30-minute times of initial pleadings. Then there will be questions from the court. And then at the end, you have the possibility to conclude if you wish to do so. So I now leave the floor to the applicant, Rome. Thank you for your initial pleading time of 30 minutes. Thank you. I need to... For reasons related to the registration, we need to be there. Good morning, President and member of the General Court. My name is Laura Carrara, and together with my counsel Riccardo Orlandi and Luigi Rigagnese, we appear in representation of the AUAB Loader to require to annul the decision of the Fifth Board of Appeal of 23 September 2019. To reject the opposition to the registration of the trademark Lucky Lasso Kentucky Straight Bourbon Whiskey made by the Distillery Spirit Council of the United States. To accept the registration of the mark Lucky Lasso Kentucky Bourbon Whiskey for the Class 33. The first point to be addressed in order to make clear the need to annul the decision of the Fifth Board of Appeal is the opponent's lack of interest in acting before the EUIPO. As regard, in order to correctly frame the issue, it's worth to briefly recall who geographical indications are protected in the USA. So, in the USA, geographical indications generally fall under the common law right of possession of the first in time, first in right, is a quotation. As trademark, collective, or certification mark under the purview of existing trademark regime administered by the U.S. Patent and Trademark Office and protected under U.S. Trademark Act. The trademark are distinctive since they are used by a company to identify itself and its product or service to consumer and can take the form of a name, word, phrase, logo, symbol, design, or imaging, or a combination of these elements. Trademarks do not refer to generic terms, nor do they refer exclusively to geographical terms. Collective marks refer to a trademark or service mark used or intended to be used in commerce by the member of a cooperative, an association, or other collective group or organization, including a mark that indicates membership in a union, an association, or the other organization. This is a quotation of the Trademark Act of the United States. Finally, the United States trademark provides that geographical names or signs, which otherwise would be considered primarily geographically descriptive and therefore are registrable as trademark or collective marks without a showing of acquired distinctiveness in the United States, can also be registered as certification mark. Certification mark refers to any word, name, symbol, device, or any combination used or intended to be used in a commerce by someone other than its owner to certify regional or other origin, material, mode or manufacture, quality, actually, or other characteristic of such person's good or service,
or that the work or labor on the goods or service was performed by the members of a union or other organization. This is a quotation. The United States law provides that trademark, collective, or certification marks are all tools that have an owner, which has the exclusive right to prevent confusing uses of the mark by unauthorized third parties. In particular, the United States trademark geographical indication system provide the trademark or geographical indication owner with the exclusive right to prevent the use of the sign by unauthorized parties when such as would likely cause consumer confusion, mistake, or deception as to the search of the good or service. In this way, a prior right holder has priority and exclusivity over any later uses of the same or similar sign on the same, similar, related, or in some case, unrelated good or service, where consumer would likely be confused by the two users. Well, having said that, the Distillery Spirit Council has failed to prove to be owner of a specific trademark or geographical indication, which is the sole condition that would have allowed the association to act for the protection of the name at use. Excuse me, I will interrupt you just a second. Could your colleagues please disconnect the micro of the Skype? Okay. Okay. No. In this way, a prior right holder has priority and exclusivity over any later uses of the same or similar sign on the same, similar, related, or in some case unrelated good or service, where consumer would likely be confused by the two users. Well, having said that, the Distillery Spirit Council has failed to prove to be owner of a specific trademark or geographic indication, which is the sole condition that would have allowed the association to act for the protection of the name at use. The relevant legislation, which should be taken account in order to arrest the entitlement of the opponent to act, is that of the United States. Section 5.12.2 of Title 12.7 of the U.S. Code of Federal Regulation at paragraph B.1.e states, standard of identity for the several class and type of distilled spirit set forth in this section shall be as follows: bourbon whiskey, rye whiskey, wheat whiskey, malt whiskey, or rye malt whiskey is whiskey produced at 16 grade proof for a fermented mash or for then 51% corner rye, where malted berry or malted rye grain, respectively, and stored at no more than 1000 to 2005 degree proof in charred new oak containers, and also includes mixture of such whiskey of the same time. This is the quotation. Then paragraph 1 states that the whiskey of the time specified in the paragraph B.1, .4, .5, and .6 of this section are distinctive product of the United States. The word bourbon shall not be used to describe any whiskey or whiskey-based distilled spirit not produced in the United States. In other words, Section 5.12.2 or Title 12.7 of the United States Code of Federal Regulation concern the composition and the origin of the product. There are no provisions in the U.S. law and regulation that provide the Distillery Council of the United States with the right to prevent the use of the name bourbon whiskey, contra legem.
For all the above, we object that the opposition submitted by the Distillery Spirit Council should have been rejected as the opponent failed to prove its interest and the possibility to act against the contest trademark application. I can take the word to Riccardo Orlandi. Thank you. So please make the second. Okay. Thank you, Laura, and good morning, dear President and member of the General Court and colleagues. It is now crucial to point out that bourbon is considered by the US legislation as a product without geographical designation, but distinctive of the US. Bourbon whiskey was officially recognized as a distinctive product of the United States by the US Congress on May 1964. The congressional resolution read as follows: whereas bourbon whiskey is a distinctive product of the United States and is unlike other types of alcoholic beverages, whether foreign and domestic, whereas to be entitled to the designation bourbon whiskey, the product must conform to the highest standard and must be manufactured in accordance with the laws and regulations of the United States, which prescribe a standard of identity for bourbon whiskey. And whereas bourbon whiskey has achieved recognition and acceptance through the world as a distinctive product of the United States, now therefore be it resolved by the Senate that it is the sense Congress that the recognition of bourbon whiskey as a distinctive product of the United States be brought to the attention of the appropriate agencies of the United States government, toward the end that such agencies will take appropriate action to prohibit the importation into the United States of whiskey designated as bourbon whiskey. So it is in this context that the Code of Federal Regulation, as well as specifying standard of identity of bourbon whiskey, as said earlier, state that being bourbon a distinctive product of the United States, the word bourbon shall not be used to describe any whiskey or whiskey-based distilled spirits not produced in the United States. The recognition of bourbon whiskey as a distinctive product of the United States is reflected in several foreign agreements. The North American Free Trade Agreement at Annex 3 accords special status to bourbon. Moreover, as we know, relevant for the present purpose is the agreement in the form of exchange of letters of 1994 between the US and the European Union, which likewise recognize inter alia bourbon as a distinctive US product. Therefore, again, we would like to reiterate that the opponent lacks of interest to act as failed to prove the existence and its ownership on the trademark or geographical indication concerning bourbon whiskey that is considered, as we saw, a distinctive product of the United States. Secondly, according to the argument set out above, for the sake of completeness, we would like to expose that there are no grounds to reject the application submitted by UAB Lauder for the registration of the wordmark Lucky Lasso Kentucky Straight Bourbon Whiskey, as it would not lead necessarily to any of the situations referred to in Article 16 of Regulation 110/2008. The trademark applied for, we argue, might be used for product produced in accordance with the laws and regulations of the US, which, as we saw with respect to bourbon whiskey, only contains provisions
on composition and origin of the product. We argue in particular that UAB Lauder, for example, could well buy bourbon whiskey produced in the United States according to the relevant specifications and then resell it in the European Union under its own trademark, Lucky Lasso Kentucky Straight Bourbon Whiskey. Therefore, we insist for the annulment of the decision of the Board of Appeal and the registration of the trademark applied for. Now I pass to Luigi. Good morning, dear President, member of the General Court. Thank you to Laura and Riccardo. And now one more point should be taken into account. Article 218 of the Treaty on the Functioning of the European Union lays down the procedures and powers of the EU institution regarding the negotiation and adoption of agreements between the EU and non-EU countries or international organizations. The paragraph 6 of the state article specifies that the Council, on a proposal by the negotiator, shall adopt a decision concluding the agreement, except where agreement relates exclusively to the common foreign and security policy. The Council shall adopt the decision concluding the agreement in such a way to guarantee a participation of the European Parliament. Well, in this case, the issue concerns the legal basis of the Commission regulation number 936 of 2009, which applies the basis of the regulation 110 2008. This regulation, in fact, was not adopted on the basis of a co-decision procedure by the Parliament, since its legal basis is Article 1995 of the Treaty of Functioning of the European Union. Well, as it appears from the recitals, in the absence of parliamentary intervention and consultation, the Act is inapplicable. From the principle of institutional balance, in fact, it is descended that institutions of the European Union must respect each other's respective competencies. Otherwise, the constitutional structure of the Union would be compromised. Even if we were to analyze in the focus of the discipline prior to the Council of the conclusion of an agreement in the form of an exchange of letters between the European Parliament, the Council, and the Commission of the European Community and the United States of America on the mutual recognition of certain spirited drinks on 1994, it would be clear that the legal basis invoked is not correct for the spirit sector. The 1994 Act, the legal basis can be found in the articles of the formal European Community Treaty number 113 in conjunction with the Article 228, second paragraph. These articles do not require a legal basis for intervention by Parliament, but since this is an agricultural decision, there should have been intervention. In conclusion, the procedural error committed concerned failure to comply with Article 218 of the Treaty of the Functioning of the European Union, because an act on spirits could not be adopted by an exclusive decision of the European Council, but there was a need for joint action with the Parliament. For all the above reasons, we request to annul the decision of the
the fifth Board of Appeal of EUIPO of September 23, 2019, and to accept the registration of the trademark Lucky Lass Kentucky Straight Bourbon Whiskey for Class 33 Bourbon Whiskey. Thank you. Thank you very much. I will now leave the floor to the defendant. So can I please ask you to stop your microphones so that they don't interact with the people speaking here. Thank you very much. Donc je laisse maintenant la parole à la partie défenderesse à qui je demande de venir plaider au centre de la salle. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les membres du tribunal, je m'appelle Sophie Paillard et je représente aujourd'hui, avec mes confrères Maître Morin et Maître Bourgeois, la partie défenderesse, le HIPO. Dans la présente affaire, nous reprochons à la société Laudare d'avoir introduit un recours contre la décision portant refus de l'enregistrement de la marque litigieuse. En effet, au regard des textes invoqués, la décision de l'Office était régulièrement motivée. En ce qui concerne l'intérêt à agir de l'opposante, The Distilled Spirits Council a pour but de promouvoir les intérêts de l'industrie des spiritueux américains. En effet, il œuvre pour la promotion du respect des lois relatives à l'industrie et s'oppose aux pratiques commerciales illégitimes pouvant porter atteinte aux intérêts de la filière. Son intérêt est donc fondé, puisque le litige porte sur l'enregistrement d'une marque incluant la dénomination Bourbon. De plus, au regard de l'affaire Castlewood International Corp v. Distilled Spirits Council of United States, introduite devant la Cour d'appel du District de Columbia, il est confirmé que le Conseil a la capacité d'agir en justice. L'Office a donc régulièrement accueilli la demande de cette association. En ce qui concerne les fondements à agir de l'opposante, l'accord sous forme de lettre ne contient aucune disposition permettant aux titulaires de l'indication géographique d'interdire l'utilisation de la dénomination Bourbon. L'accord ayant une portée large, il ne s'est pas auto-exécuté et ne peut être invoqué comme fondement de la qualité à agir. Cependant, le règlement numéro 936/2009 a permis l'expression de ce traité international dans le droit de l'Union. Ce dernier consacre le principe de reconnaissance mutuelle de certaines boissons spiritueuses. En l'espèce, cette reconnaissance mutuelle doit s'entendre comme une reconnaissance de l'indication géographique Bourbon. La Direction générale de l'agriculture et du développement rural de la Commission européenne a d'ailleurs confirmé cette interprétation. Les mentions Bourbon Whisky, lorsqu'elles sont utilisées pour désigner Bourbon Whisky, sont des dénominations protégées. Le niveau de protection est celui appliqué dans les régimes des indications géographiques des boissons spiritueuses de l'Union européenne. Cela implique donc qu'un État membre ne peut interdire ou restreindre l'accès au marché à un produit Bourbon légalement mis sur le marché d'un autre État membre. Ils doivent établir les exigences essentielles auxquelles doit répondre ce produit pour être admis à circuler librement dans l'ensemble de l'Union européenne et pour disposer de l'indication géographique Bourbon. En cas de violation des normes d'identité du Bourbon ou d'absence de contrôle des boissons, The Distilled Spirits Council est fondé à agir. Dans le cas présent, une forte présomption de fraude a été avancée par l'opposante. Il serait donc absurde de déroger à la portée de la protection de ce texte, puisque le Conseil a reconnu la compatibilité du contenu de la lettre avec le droit européen et que cette dernière tend à refléter une protection harmonisée au niveau transnational. L'Office a donc correctement justifié sa décision en la motivant sur ce fondement. The Distilled Spirits Council pouvait se prévaloir d'un tel texte dans sa demande d'opposition. Le règlement sur la marque européenne, quant à lui, confirme que seules les personnes ayant un intérêt directement reconnu par la législation à engager une procédure sont habilitées à former opposition. Ici, le fait qu'une législation nationale donne effet à un accord bilatéral est suffisant
pour conférer un droit subjectif permettant d'interdire l'usage. Il peut donc être invoqué par le défendeur. Enfin, en ce qui concerne le règlement 110/2008, la protection éventuelle de ce dernier suit un régime différent et indépendant de celui du règlement 936/2009, mais non pas moins complémentaire. La protection prévue par l'article 24, paragraphe 1, entraîne l'applicabilité du règlement sur les boissons spiritueuses, ainsi que celle prévue par le règlement numéro 882/2004 relatif au contrôle sanitaire. Le règlement a donc vocation à s'appliquer aux indications géographiques reconnues dans l'annexe 3, celles en devenir par la procédure d'enregistrement et celles reconnues par une convention avec un État tiers. Le défendeur est fondé à agir sur ces fondements car les sources juridiques internationales et européennes lui donnent droit à interdire l'usage de la marque. L'Office a donc régulièrement justifié sa décision. L'applicabilité du règlement sur les boissons spiritueuses a d'ailleurs été revendiquée au motif que la dénomination Bourbon est qualifiée d'indication géographique. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les membres du tribunal, selon le règlement 110/2008, par principe, lorsqu'une dénomination est conforme à la définition d'indication géographique, elle doit figurer à l'annexe 3 du règlement ou sur la base de données e-Ambrosia. Ainsi, toute indication ou dénomination géographique de spiritueux qui n'y figurait pas ne serait pas reconnue comme une indication géographique selon le droit de l'Union européenne. Pourtant, à la lumière du règlement 2019-787, ce qui importe pour reconnaître une indication géographique est le règlement qui la consacre, et non l'enregistrement à l'annexe 3 ou la base de données e-Ambrosia. Il convient de souligner que la base de données ne référence pas les indications géographiques des pays tiers dès lors que ces derniers n'ont pas introduit une demande d'enregistrement au sens de l'article 17 du règlement 110/2008 auprès de la Commission européenne. Nous relevons que ces demandes individuelles interviennent lorsque le titulaire de l'indication géographique souhaite apporter des conditions de production ou de commercialisation plus strictes que celles prévues à l'annexe 2 du règlement 110/2008. Ces demandes sont introduites sur le fondement de l'article 6 du règlement 110/2008. Il ressort du cas d'espèce qu'une telle demande n'a pas été adressée à la Commission européenne. Cela se justifie par le fait que le Bourbon Whisky possède déjà des conditions de production particulières et plus strictes que celles relatives à des catégories de boissons spiritueuses whisky. Ces règles se retrouvent dans la réglementation américaine du 25 CFR 5.22. À ce jour, il n'existe aucune justification pour introduire une telle demande. Pour autant, l'absence de cette demande ne signifie pas que le Bourbon n'est pas une indication géographique, au regard du droit de l'Union européenne. Si c'était le cas, les accords internationaux, tels que celui retranscrit par le règlement 936/2009, n'auraient aucun intérêt. De plus, selon le paragraphe 11 de l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, un État membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission peut recueillir l'avis de la Cour de justice sur la compatibilité d'un accord envisagé avec les traités. Or, lors d'une décision du Conseil du 21 février 1994, concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres, ce dernier prévoit que la République française est autorisée à maintenir en vigueur l'accord, ce qui reprend la première partie de ce paragraphe 11 de l'article 218 du traité. Ainsi, le Conseil, à travers cette décision, la Commission et un État membre auraient pu recueillir l'avis de la Cour. Aucun avis n'a jamais été adressé par cette dernière. L'accord est donc entré en vigueur. Au vu des règles d'interprétation du droit de l'Union européenne, chaque accord est pris dans un but bien spécifique. Dans sa décision de 1994, le Conseil rappelle que l'échange de lettres a été pris dans le but de favoriser l'accroissement des exportations des boissons spiritueuses européennes. Ainsi, la reconnaissance mutuelle et la protection accordée au Bourbon Whisky se justifient au regard de ces objectifs et confèrent au Bourbon Whisky la même protection que celle attribuée aux indications géographiques de l'Union européenne. La perception du public sur une dénomination d'un État tiers qui se prétend indication géographique selon le droit de l'Union européenne prend une part importante dans la reconnaissance de celle-ci. Il est nécessaire que le public pertinent soit capable de reconnaître le terme géographique comme étant une indication géographique au sens des règlements européens correspondants. Le consommateur moyen européen comprend le terme Bourbon comme un whisky différent des autres whiskies européens du fait de son origine de production différente. Le consommateur moyen, ayant une connaissance basique de l'anglais,
Il est capable de saisir l'origine géographique des produits par la présence des termes tels que Irish ou Scotch. Il est aussi capable de reconnaître l'origine géographique du Bourbon de par la grande notoriété de ce dernier au sens de l'article 15 du règlement 110/2008. Ici, l'origine géographique est connue des consommateurs moyens européens. Pour preuve, de nombreux supports exposent les différences entre les whiskies européens de type Scotch et le Bourbon whisky. Ils mettent l'accent sur l'élaboration du whisky, permettant ainsi aux consommateurs moyens européens d'être plus attentifs aux produits qu'ils consomment, de s'informer sur le produit qu'ils achètent. Ce raisonnement a été confirmé par le tribunal dans son arrêt Grant de 2015. Il est raisonnable donc d'affirmer que le consommateur moyen européen établira un lien direct à la simple lecture du mot Bourbon avec les États-Unis d'Amérique. Cette grande connaissance est perceptible par de nombreux documents relatifs à l'univers des cow-boys, tels que dans les films ou les bandes dessinées. Par ailleurs, la présentation des produits dans les grandes surfaces, lieu privilégié d'achat pour les consommateurs moyens, se fait par l'origine des produits, ces derniers étant classés selon leur lieu de production et leur lieu de provenance. Il ressort de tout ce qu'il a été exposé que la dénomination Bourbon peut être raisonnablement entendue comme une indication protégée par le droit de l'Union européenne. L'article 23 du règlement 110/2008 corrobore cette interprétation. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les membres du tribunal, l'article 8, paragraphe 6 du règlement sur les marques de l'Union européenne fait indéniablement référence à l'ensemble des règles et des droits relatifs aux indications géographiques. Il renvoie donc en l'espèce à l'article 23 du règlement 110/2008. Comme vous le savez, cet article est relatif aux relations entre les marques et les indications géographiques reconnues selon le droit de l'Union européenne. L'enregistrement apparaît comme une condition procédurale afin de rendre opposable et connue l'indication géographique à l'ensemble des consommateurs et des producteurs de l'Union européenne. Mais il ne conditionne pas en lui-même la reconnaissance de l'indication géographique, puisque selon l'article 15 du règlement 110/2008, une indication géographique est caractérisée dès lors que le produit provient d'un lieu particulier et que ce lieu confère une caractéristique, une qualité ou une réputation particulière au produit. En espèce, le Bourbon a cette qualité et cette réputation indéniable. L'indication géographique sera donc protégée selon le droit de l'Union européenne, alors même qu'elle n'est pas enregistrée conformément à l'article 17 du règlement sur les marques de l'Union, du règlement 110/2008. L'article 23 interdit toute marque composée d'une indication géographique enregistrée à l'annexe 3 ou composée d'une telle indication, si cela correspond évidemment à une situation visée par l'article 16. Il y a donc une contradiction entre l'article 16 et l'article 23 de ce règlement, puisque l'article 16 se cantonne à l'annexe 3 et à la base de données e-Ambrosia, alors que l'article 23 tend à élargir ce champ d'application puisqu'il dit une telle indication. Cette conjonction de coordination inclut donc que soit l'indication géographique est enregistrée explicitement et figure à l'annexe 3, soit la marque est constituée d'une indication géographique qui répond aux conditions pour bénéficier de ce statut, donc de l'article 15. Pour autant, elle ne figure pas à l'annexe 3, ou pas encore. C'est concrètement le cas d'une indication géographique reconnue dans le cadre d'un accord international, comme en l'espèce par le règlement 936/2009. Ainsi, une marque qui contient une indication géographique qui est reconnue comme telle par un tel moyen d'enregistrement, autre que son inscription à l'annexe 3 du règlement 110/2008, tombe dans le champ de l'article 23, ce qui inclut la protection au sens de l'article 16 du règlement 110/2008. Pour que l'indication géographique Bourbon soit pleinement reconnue, il faut encore que celle-ci ait une notoriété. Comme nous vous l'avons démontré, le consommateur moyen perçoit cette notoriété et le produit Bourbon étant un produit distinctif selon le droit américain, c'est grâce notamment à sa notoriété. Ainsi, les termes Bourbon whisky doivent être protégés par l'intégralité du règlement 110/2008, conformément à l'objectif initial de l'accord entre les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne. L'Union européenne a donc reconnu ce terme comme devant bénéficier de la protection du statut d'indication géographique en l'absence d'enregistrement. Il peut également être appliqué par analogie l'article 8, paragraphe 6 du règlement sur les marques de l'Union européenne, dès lors que les indications géographiques des pays tiers sont reconnues par des accords internationaux, puisque ces accords internationaux sont considérés comme faisant partie du droit de l'Union européenne. Dans le règlement 936/2009, cette intégration dans le droit de l'Union européenne de l'accord de 1992 passe par l'article 24 du règlement 110/2008. L'article 24 du règlement 110/2008 est relatif au contrôle et à la protection des boissons spiritueuses.
Les accords de reconnaissance mutuelle conclus par l'Union européenne avec des États tiers ont plusieurs objectifs. L'intérêt de reconnaître les indications géographiques des États tiers permet d'exporter le modèle européen du système des indications géographiques à l'international. Outre cet aspect, il permet d'assurer un contrôle sur la sécurité alimentaire des produits importés et destinés à être mis sur le marché de l'Union européenne. Ce contrôle sanitaire est là pour assurer la protection des consommateurs européens contre tout type d'atteinte. Cela inclut les cas de fraude aux indications géographiques. Les États membres de l'Union européenne se doivent de mettre en œuvre les mesures nécessaires à cette fin. Les dénominations géographiques reconnues par le droit de l'Union ne peuvent être protégées pour elles-mêmes que par certains articles spécifiques. Pour les boissons spiritueuses, cela passe par l'article 24 du règlement sur les boissons spiritueuses relatif au contrôle et à la protection de ces dernières. Cela englobe bien entendu l'article 23 du dit règlement qui renvoie expressément à l'article 16. Ce dernier doit donc être appliqué en l'espèce. C'est en ce sens que le règlement 936/2009 entend le renvoi de l'article 24. La Chambre de recours, dans la décision attaquée, considère que la marque litigieuse crée une évocation de l'indication géographique Bourbon. Cet élément va vous être exposé par mon confrère Maître Bourgeois. Nous tenons à apporter une rectification à la position de la Chambre de recours dans sa décision du 29 septembre 2009. Comme nous l'avons énoncé, l'article 8, paragraphe 6, renvoie à l'article 23, donc à l'article 16 du règlement 110/2008. L'article 16 du règlement 110/2008, relatif à la protection des indications géographiques, notamment contre les cas d'évocation ou d'utilisation commerciale directe de l'indication géographique, doit être appliqué. Cet article 16 ne se cantonne pas aux indications géographiques présentes à l'annexe 3. Il doit prendre en compte les indications géographiques émanant des accords internationaux conclus par l'Union européenne. En l'espèce, la dénomination Bourbon doit donc être considérée comme une indication géographique au sens de l'article 23 du règlement 110/2008 et par rapport aux objectifs initiaux de l'accord. Dans la décision d'annulation, la Chambre de recours de l'Office a appliqué le paragraphe B de l'article 16 relatif au cas d'évocation. Nous souhaitons rectifier ce point. Il s'agit d'une utilisation commerciale directe au sens de l'article 16, paragraphe A. La marque entendrait user de la notoriété de l'indication géographique Bourbon pour attirer le consommateur. Cette notoriété est attestée par la perception du public ainsi que par l'augmentation constante en valeur des exportations de Bourbon dans l'Union européenne, qui représente près de 50% de son marché. Par ailleurs, le consommateur moyen perçoit le Bourbon comme une indication géographique du fait de sa notoriété liée à son processus d'élaboration particulier. Ce processus est spécifique du fait notamment de l'eau utilisée pour la distillation ainsi que de la composition à 51% de maïs. Le mot Kentucky aide le consommateur à cibler l'origine géographique du produit et il renforce le risque de tromperie à l'égard de ce même consommateur qui pensera à tort que le produit marqué respecte les conditions du 27 CFR 5.22. Or, il est raisonnable de penser que l'entreprise UAB Lodare utilise le terme Bourbon Whisky alors que le produit marqué ne provient pas des États-Unis. En effet, à titre d'exemple, d'autres boissons spiritueuses commercialisées par l'entreprise font référence dans leur marque ou dans leur étiquetage à des whiskies américains, qui plus est à des Bourbon Whisky, alors qu'il est clairement indiqué sur ce même étiquetage qu'ils sont produits en Allemagne. Ainsi, ces éléments qualifient une utilisation commerciale directe au sens de l'article 16, paragraphe A du règlement 110/2008. L'Office considère ce fondement au motif que le produit litigieux est comparable à l'indication géographique utilisée, puisqu'à défaut de whisky Bourbon, il s'agirait quand bien même de whisky. Et selon la jurisprudence constante de l'Union européenne, tous les produits spiritueux sont comparables pour le consommateur moyen européen. Enfin, l'expression Kentucky Straight Bourbon Whisky, qui est fréquemment utilisée par les producteurs de whisky américains, est donc appliquée à un produit différent de ceux exigés par la réglementation américaine, et ce en violation du 27 CFR 5.22. Ainsi, la reconnaissance de Bourbon en tant qu'indication géographique protégée par le droit de l'Union européenne et l'absence de respect du 27 CFR 5.22 permettent l'application de l'article 16, paragraphe A du règlement 110/2008. Le refus légitime de la marque doit se faire sur ce fondement. À titre subsidiaire, la marque doit également être refusée par son absence de caractère distinctif ainsi que par son côté descriptif. L'indication géographique Bourbon peut également être protégée au travers des conditions inhérentes à l'enregistrement d'une marque. Il faut que le signe soit arbitraire par rapport au produit. Ici, il est reproché à la marque de ne pas avoir un caractère suffisamment distinctif. En l'espèce, les termes Lucky Lasso peuvent être considérés comme arbitraires, puisqu'ils renvoient à un type de corde avec une boucle coulissante et non un whisky.
Pour autant, le caractère dominant des composants d'une marque s'apprécie en la comparant aux autres composants. L'acte d'achat sera ici motivé par le type de produit et ses caractéristiques plutôt que par le terme « Lucky Lasso ». De plus, la position relative des composants peut être prise en compte. En l'espèce, les termes Lucky Lasso possèdent un caractère distinctif faible, du fait de la référence à l'univers du Far West, traditionnellement associé au saloon et au bourbon. La composition de la marque fait en sorte que l'expression formant une unité logique et conceptuelle Kentucky Straight Bourbon Whisky s'impose à la perception du consommateur, constituant ainsi l'élément de la marque. Il est usuel dans le commerce des spiritueux et particulièrement du whisky d'indiquer le lieu de production. En l'espèce, au vu des autres pratiques de l'entreprise UAB Lodare, avec des whiskies allemands évoquant notamment des bourbons whisky, il est raisonnable de douter que les conditions de production soient respectées et de penser que la marque litigieuse est déceptive. Cela est corroboré par l'arrêt Manchego de 2019 de la Cour de justice de l'Union européenne. Au vu de ces prérogatives, l'opposante a tout intérêt à ne pas agir contre l'enregistrement d'une marque permettant le rayonnement de son produit, du bourbon whisky en l'espèce. Mais le respect du 27 CFR 5.22 étant plus que douteux, il a été raisonnable pour le HIPO d'accueillir une telle demande d'opposition. L'utilisation du terme Kentucky se trouve également frauduleuse puisque le produit ne respecte pas le 27 CFR 5.22. L'enregistrement d'une marque dite géographique au sein de l'Union européenne n'est pas interdite, elle est seulement conditionnée. L'Union ne s'oppose pas à l'enregistrement d'un nom géographique dès lors que celui-ci n'est pas une indication géographique. En l'espèce, comme nous l'avons démontré par l'application de l'article 16, le terme Bourbon est une indication géographique. Comme le rappelle la réglementation américaine, le Bourbon whisky ne peut être produit que sur le sol américain. Le Kentucky représente 95% de la production de Bourbon aux États-Unis. Cette référence au lieu de production est indispensable en l'espèce pour aider le consommateur moyen à reconnaître rapidement la marque et le produit qu'il achète. Ainsi, en l'absence de ces termes, la marque ne pourra être distinctive, les termes Lucky Lasso ayant un caractère distinctif faible. Les tiers peuvent utiliser de manière descriptive le terme géographique comme indication relative à la provenance géographique, à condition que cette utilisation soit conforme aux usages honnêtes en matière commerciale. Il ne faut pas que cet usage aboutisse à un comportement de parasitisme économique. Ce n'est pas le cas ici, puisque comme l'a qualifié dans un premier temps la Chambre des recours de l'OIPO, il s'agissait d'une évocation que nous avons requalifiée devant vous aujourd'hui d'utilisation commerciale directe. La marque demandée ne répond pas aux exigences européennes et doit être refusée. Nous demandons, Monsieur le Président, à ce qu'il plaise au tribunal de confirmer la décision portant refus de l'enregistrement de la marque ainsi que de condamner le demandeur au paiement des dépenses. Je vous remercie de votre attention et nous restons à votre écoute pour toute précision supplémentaire. Je vous remercie, je vous prie de regagner votre siège. Et maintenant, le tribunal va poser quelques questions aux parties. Alors, et je laisse la parole aux membres qui souhaiteraient s'exprimer. Yes, I have a question to the council representing Laudare. I would like some more explanations because I'm not sure having understood very precisely the point made by your Rome-based colleague, and that's perhaps because the quality of the sound was not perfect. So perhaps you could clarify or summarize. Do I understand it well that, in your view, the European Commission could not implement the 1994 agreement between the European Union Union and the US of 1994 because there were problems of competence, because the European Parliament was not consulted, and so could you better explain that part, because I probably missed some parts. Thank you. I can go. I think he's not. No, I can stay. Okay.
Thank you so much. Thank you for the question. The problem is that the Article 2018 of Theatre of Function at paragraph 6 say that specify that it's necessary for take the decision about agreement cover fields which either the ordinary legislative procedure applies or special legislative procedure where consent by the European Parliament is required. In the case of the agreement, we talk about not TF2A but TCA, and the basic of the agreement is on the former EC Territory number 113, in conjunction with the Article 2228.2. This article don't require a legal basis for intervention by the Parliament, but in the matter of the wine spirit, if you want to take a decision, it's necessary to take the decision in according to Council and to the Parliament. If you on the requirement, on the first point, on the legal basic of the act, you can see that is not explain the action of the Parliament in this view, and this is the problem, because when there isn't when it's necessary to take the decision about an agricultural decision like this, because it's in the matter of the spirit, is should take being an intervention of the Parliament, and this is the reason of the last point of my colleague. Thank you. Thank you. Monsieur Martin? Yes, I will address my first question to the team of Reims. I will keep talking in English, so that allows everybody to understand and to avoid translation back and forth. And is that fine with you? Yes? So, this is okay. So there's one point that I wanted to clarify with you, and we have addressed it in the course of one of our questions that was raised yesterday by the bench to all the teams, is the legal standing that you have within the framework of this case to represent not the association, obviously, because the association is there, but mostly the association in relation to this, what I will call for the time being, because we have yet to take a decision on that point, with the geographical indication, without qualifying it. Yes, I would like to hear you a little bit more on the standing of the association under US law. In giving that Article 6 provides, as you know, that it will be, this legal standing will be judged according to the origin of the geographical indication. Therefore, if someone, despite the fact that we have a unified system in Europe, if we have a claimant coming from France or from Italy, it will be judged, this question of the authority to represent the association according to Italian or French law. We agree on that, no? Okay. So therefore, on what basis are you here today before us? Ah, d'accord. I'm so sorry, I have been misdirected myself. But I will nevertheless ask you the question, even because you have addressed it. Yes, I'm so sorry for that. Nous vous remercions pour votre question. L'association The Imperial Distilled Council est qualifiée de Business League selon ses statuts. Cela implique donc qu'elle a pour mission
de défendre les intérêts des entreprises qu'elle représente. Cela implique donc que puisqu'elle représente les intérêts de l'industrie des spiritueux américaine, elle doit donc défendre, et c'est marqué dans ses statuts ainsi que dans sa déclaration fiscale, qu'elle peut aller devant les tribunaux pour faire en sorte de promouvoir les fondements légaux qui protègent les indications et les produits distinctifs, comme en l'espèce Bourbon. Cela implique donc qu'elle peut agir devant les tribunaux de l'Union européenne et devant le HIPPO pour justement protéger cette indication géographique. Merci. I have a second question for you. Again, I'm so sorry for my misunderstanding of the party that you represent. At one point during the pleadings, you have declared or stated that in order to be protected, this geographical indication should have, let's say, some reputation. I would like to hear why you are mentioning that, or why you did mention that. Is it a criteria in this particular case? Merci pour votre question. En ce qui concerne la réputation de la dénomination de l'indication géographique Bourbon, celle-ci est perceptible par, d'une part, l'évolution constante des exportations vers l'Union européenne. Ma question ne vient pas d'où vient la renommée, c'est pourquoi en parler dans le contexte du dossier qui est devant nous. Vous avez requalifié le fondement de l'atteinte aujourd'hui. Vous avez dit on n'est plus dans un cas d'évocation, on est dans le cas d'utilisation directe au sens de l'alinéa A. J'ai bien compris, non? Et là, tout soudainement, et c'est d'ailleurs vous-même, au nom de l'équipe, vous avez évoqué cette question de la renommée. Et j'aimerais savoir quel est le rôle de la renommée dans le contexte de votre, du fondement, si vous voulez, de l'atteinte. Alors, en ce qui concerne du coup le fondement, la renommée est importante puisque l'article 15 du règlement du règlement 110/2008, évoque une indication géographique peut être reconnue dès lors qu'elle a des caractéristiques particulières, des caractères ou une réputation, une renommée. En l'espèce, le Bourbon Whisky possède cette réputation, elle est indéniable. Ainsi, le fait que le 27 CFR 5.22 ne définisse pas un État en particulier aux États-Unis pour produire le Bourbon Whisky, mais autorise la production sur l'ensemble des États, on pourrait douter sur l'aspect de l'impact géographique sur le produit. Pour autant, puisque l'article 15 permet pas que les facteurs naturels sur le produit, mais également la réputation et la notoriété, cela démontre bien que le Bourbon Whisky remplit les conditions de l'article 15 pour être qualifié d'indication géographique au sens du droit de l'Union européenne. Je voudrais poser une question à l'équipe de Reims, encore, désolée. Vous avez évoqué la base de données e-Ambrosia et le fait que, si je vous ai bien suivi, ça avait l'air d'être potentiellement une condition pour qu'on octroie la protection à la dénomination. Alors, d'où vient cet argument? Et puis, selon vous, quelle est la valeur juridique de cette base de données? What about the database Ambrosia, e-Ambrosia? What legal status does it have? I also wish to add that if the party that is not being asked a question wish to make comment on the answer of the other party, it may do so. Merci pour votre question. Alors, oui, nous considérons que selon le règlement 110/2008, la base e-Ambrosia était un élément important pour reconnaître l'indication géographique, puisque le règlement renvoyait expressément au travers de ces articles à l'annexe 3.
du même règlement. Aujourd'hui, l'annexe 3, l'ensemble des dénominations figurant à l'annexe 3 ont été reprises dans la base de données e-Ambrosia. Donc, si l'indication géographique ne figurait pas sur la base de données e-Ambrosia ou à l'annexe 3, selon l'article 16, celui-ci ne pouvait pas s'appliquer puisqu'il mentionnait explicitement l'annexe 3. Or, aujourd'hui, cela a changé, notamment par la perception du nouveau règlement 2019-787, puisque aujourd'hui, ce qui implique, ce n'est pas la reconnaissance et l'inscription dans la base de données e-Ambrosia, mais la reconnaissance par le règlement d'exécution qui reconnaît l'indication géographique selon le droit de l'Union européenne. Does the other party wish to make a comment? It's not compulsory to do so, it's only if you want. Thank you. If I understand well about the situation of the reputation of the product about the consumer, I want to take a sentence about this. In my opinion, the opposite part failed to prove what is the type of consumer that we take in account in this case, because in the matter of the measure in the European consumer, what is the proof of the other part what is the consumer, what is the imagine of the consumer about the product? I'm sorry, this is not the question that was directed to the other party. The question that was directed to the other party by my colleague concerns the consequence of the presence, or rather lack of presence, of an indication of origin on a database. So if you wish to comment, you have to comment on the answers they made in relation to that specific question. Thank you. No, only this. Thank you. Je laisse la parole à Monsieur Juvin pour une question. Merci. Ma question s'adresse à Reims aussi et sur la compétence à agir de Discus, même si évidemment vous représentez l'Office. La réglementation qui sert de base aux États-Unis, le CFR 27, est établie et précise justement sur ce qui concerne les dénominations géographiques qui pourraient devenir génériques, que la compétence est donnée pour ce travail au TTB, c'est-à-dire au Bureau des alcools, tabac, taxes et commerce. Donc il y a une compétence reconnue pour le TTB pour agir pour le respect du règlement CFR 27.5.22. Ne pensez-vous pas qu'il appartiendrait plutôt à cet organisme, le TTB, de pouvoir agir et faire défendre le respect de la réglementation américaine ? Nous vous remercions pour votre question. Comme vous l'avez dit, le TTB est compétent en ce qui concerne les produits qui ont un risque de devenir génériques. En l'occurrence, le bourbon whisky est un produit distinctif des États-Unis. Il n'y a donc pas de risque à ce qu'il devienne distinctif et la compétence du TTB ne peut pas être présente en l'espèce, puisque nous avons un produit qui est hautement distinctif, hautement reconnu et qui est un produit distinctif des États-Unis. Maybe the other party will wish to comment on this question and the answer. I mean, the question was being asked from the bench was actually that the TTB, which is in the United States, is responsible for the representation of the spirit industry. Am I correct? All alcohol. Of all alcohols. And for the implementation of the CFR 27. so would you like to comment on this question? Well, you don't have to, but if you want, you can. Thank you so much. This is two different categories of geographical indication in the USA and the European system. For this reason, an USA association can't take in account this type of protection, because in European legislation it's possible that the association, the state, or the other people that are older, because it's public good, is different,
but in the USA system is not a public good, this type of trademark, but is private. And the association, in this case, take the decision based on the European system, but is different type of holder because it's a different type of good. And that's all. Thank you. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vais moi-même adresser quelques questions à l'EIPO. I will ask my question in English. I mean, I have a few questions on the basis of some of the arguments you raised this morning, and I was wondering whether they were either relevant or admissible. The first one is that now you seem to be arguing that the trademark should have been refused on the basis of an absolute ground of refusal, Article 7. Now, since we are here facing a decision which has been adopted on the basis of a different ground of refusal, namely Article 8, Paragraph 6, I wonder what can be the relevance at that stage of the proceedings, we're not in front of the office, but we're in front of the General Court, of such new arguments. I wonder, in fact, if they are admissible. So I would like to have your point of view on this point. And the second question I have is you seem to be saying that the General Court should accept the decision or should reject, in fact, the application on the basis of a different line of reasoning than the one that is included in the decision, in fact, on the basis of Article 16, Paragraph A, and not 16, Paragraph B. And I also wonder if you consider that such line of argument can be admissible. And of course, the other party is free to present its view after that. Si vous le souhaitez, je peux également poser la question en français, mais je pense qu'elle était assez simple. Mais c'est bon. Merci de votre question. En ce qui concerne la première question par rapport au fait de savoir pourquoi on ne s'est pas basé sur l'article 7 du règlement sur les marques de l'Union européenne, notre réponse est simple. Lorsque la marque a été reçue à l'office, il n'y avait aucune raison de penser que celle-ci était déceptive ou qu'il y avait une violation de l'article. Je me permets de vous interrompre. Ma question ne posait pas sur le point de savoir, sur un jugement de valeur sur l'approche de l'EIPO qui n'a pas d'elle-même soulevé un motif absolu de refus. Ma question pose sur le point de savoir si à ce stade de la procédure, dans la procédure juridictionnelle, il est encore possible de demander la justification d'une décision sur un motif autre que celui qui a été pris en compte par l'EIPO. En d'autres termes, est-ce que nous pourrions éventuellement substituer notre motivation à celle de l'EIPO en refusant la marque sur son article 7 ? Enfin, je parle en même temps que votre collègue, donc je ne sais pas si vous pouvez me comprendre, mais voilà. Alors, nous ne pouvons pas nous fonder aujourd'hui sur l'article 7 du règlement sur les marques de l'Union européenne, puisque celui-ci est applicable dans le cadre d'une procédure inter partes, et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc nous restons sur le fondement de l'article 8, paragraphe 6. Donc cette argumentation est irrecevable. Oui. Très bien. Et la réponse à la deuxième partie de ma question ? En ce qui concerne la substitution des motifs de refus de l'article 16, nous confirmons qu'il est possible de les intervertir dans cette procédure. Pourriez-vous me donner une justification sur cet argument qui me semble relever plus de l'opinion que de l'argumentation ?
La raison est simple. Selon la jurisprudence Glenn, il ne peut y avoir un cumul des clauses de protection de l'article 16. Celles-ci sont graduées. Ainsi, l'utilisation commerciale directe englobe le cas d'évocation. En l'espèce, comme nous avons qualifié la dénomination Bourbon Whisky en tant qu'indication géographique protégée selon le droit de l'Union européenne, s'il y a une utilisation commerciale directe de celle-ci, cela inclut un cas d'évocation. Donc, si je comprends votre argumentation, vous me dites que même si elle était présentée pour la première fois dans le tribunal, elle était impliquée par l'argumentation de la requérante et par l'argumentation qui vient dans la décision attaquée, et donc elle n'a pas un caractère nouveau. Non, elle n'a pas un caractère nouveau. Très bien. Y a-t-il d'autres questions? So I will now leave the floor to the applicant if they wish to conclude. They have a 5 minutes time to conclude if they wish so. It is not compulsory. It is up to them. Can I ask to Ricardo to take the conclusion? May I intervene? Thank you. Thank you. Very briefly, now we would just like to reiterate a crucial concept concerning the lack of interest to act of the opponent. As we said, contrary to the European discipline, the US law requires a geographical indication to have a specific owner and provide this owner with the power to prevent an unlawful use of the indication. Well, in the present case, there are no proof that the term bourbon whiskey is protected under the US as a geographical indication, and that the owner of the geographical indication is the Distilled Spirit Council. This point, instead, the relevant norms of the US Code of Federal Regulation providing mandatory requirements are under the jurisdiction of the Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau of the US Treasury Department, so state entity. This point, we believe, is decisive and renders unnecessary to investigate the further opponent's arguments. Therefore, we insist for the annulment of the contested decision for the registration of the trademark applied for. Thank you for your attention. Thank you. I now leave the floor to the office for its final pleadings. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les membres du tribunal, nous souhaitons ajouter 2 éléments. D'une part, en ce qui concerne la validité de la marque demandée, il convient de relever que l'Office a par le passé déjà enregistré des marques ayant une conception similaire. À titre d'exemple, la marque Dollar Favor Kentucky Straight Bourbon Whisky. Cependant, quasiment l'intégralité... Vous pouvez répéter, je n'ai pas entendu. Le HIPO a par le passé déjà enregistré des marques ayant une composition similaire à celle de la marque litigieuse. À titre d'exemple, la marque Dollar Favor Kentucky Straight Bourbon Whisky. À la différence de la marque en l'espèce, cette marque Dollar Favor Kentucky Straight Bourbon Whisky est une marque verbale qui possède des éléments distinctifs supplémentaires qui lui confèrent la capacité d'être enregistrée selon le droit de l'Union européenne. Il ressort de l'analyse des décisions de l'OIPO que la plupart des marques verbales intégrant la dénomination Bourbon Whisky sont refusées pour déceptivité ou pour caractère non distinctif. En l'espèce, les conditions du 27 CFR 5.22 n'étant pas respectées et la marque n'étant pas suffisamment distinctive, elle ne peut être acceptée. D'autre part, selon nous, la dénomination Bourbon est une indication géographique protégée selon le droit de l'Union européenne. L'ADPIC, par ailleurs, définit l'indication géographique comme une indication servant à identifier un produit comme étant originaire d'un territoire particulier qui lui confère une qualité et une réputation particulière. Cette définition se retrouve à l'article 15 du règlement 110/2008. Selon le droit américain, le Bourbon Whisky est reconnu comme un produit distinctif. En effet, l'accord du Congrès en date du 4 mai 1964 considère que le Bourbon est un produit distinctif des États-Unis, différent de toutes les autres boissons alcooliques des États-Unis et des pays étrangers. Ce même accord fait référence au Scotch Whisky, qui est considéré lui aussi aux États-Unis comme un produit distinctif.
Rappelons par ailleurs que le Scotch whisky est une indication géographique selon le droit de l'Union européenne. Le concept de produit distinctif serait donc lié à un produit reconnu par ses caractéristiques, par sa réputation, qui est lié à son origine. Autrement dit, cela renvoie à la définition de l'indication géographique selon le droit de l'Union européenne. Le Bourbon whisky répond donc aux exigences de l'article 15 du règlement 110/2008, notamment par la présence d'un cahier des charges, qui comprend les mêmes éléments que ceux exigés par la réglementation de l'Union. Il a donc toutes les qualités pour être une indication géographique, sauf le fait d'être enregistré conformément à l'article 17 du règlement sur les boissons spiritueuses. Il doit être à ce titre protégé par le règlement 936/2009 qui renvoie au droit de l'Union européenne relatif aux indications géographiques. Par analogie, il convient de souligner que le récent accord GEFTA considère que les termes enregistrement et confirmation de protection doivent être considérés comme synonymes. Il n'est donc pas nécessaire de procéder à l'enregistrement d'une indication géographique. En l'espèce, cela peut s'appliquer au cas de Bourbon, dès lors que l'indication géographique du pays tiers dispose d'une protection dans son pays d'origine. C'est le cas aux États-Unis avec le 27 CFR 5.22. En ce sens, si la tequila, qui bénéficiait pourtant de la reconnaissance mutuelle au titre du règlement 936/2009, a fait l'objet d'une demande individuelle de protection selon l'article 17 du règlement 110/2008, ce n'est pas pour étendre sa protection, mais c'est pour rendre ses conditions de production plus strictes que celles établies par la catégorie de boissons spiritueuses de l'annexe 2 du règlement 110/2008. Ainsi, le règlement 936/2009 se combine avec le règlement 110/2008. La reconnaissance mutuelle qu'il instaure doit s'analyser au regard de ces éléments précités, en accordant la protection des indications géographiques selon le droit de l'Union européenne aux dénominations présentes dans son annexe 1, et ce de façon dérogatoire à l'obligation d'enregistrement de l'article 17. Comme rappelé devant vous, l'article 24 ne se cantonne donc pas à l'absence de merques entre les États membres, ni même au contrôle sanitaire. Par ailleurs, ce contrôle sanitaire protège la santé publique. Il cherche donc à protéger le consommateur à l'égard de toute fraude ou de tout produit n'ayant pas une conception et une production se référant aux conditions propres à l'indication géographique utilisée. Cette protection de l'indication géographique ne peut être raisonnablement effective que si l'article 16 et 23 du règlement 110/2008 peuvent s'appliquer dans leur intégralité. Ainsi, il ne faut pas déduire de l'absence d'enregistrement du terme Bourbon et de sa présence dans l'annexe 3 ou dans la base de données e-Ambrosia que celui-ci n'a pas la capacité et le statut d'indication géographique selon le droit de l'Union européenne. Par ailleurs, il existe de nombreuses autres indications géographiques issues d'accords internationaux que l'Union européenne a conclus qui ne figurent pas dans ces bases de données et qui pour autant se voient appliquer les articles 16 et 23. Le Bourbon whisky doit donc également se les voir appliquer dans leur intégralité dès lors que le produit contesté est similaire ou identique à ceux du 27 CFR 5.22. Nous demandons à ce qu'il plaise au tribunal de confirmer la décision de la 5e chambre des recours de l'EIPO en date du 29 septembre 2019 et de condamner la société aux dépens. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les membres du tribunal, je vous remercie de votre attention. Très bien, je vous remercie. Donc, la phase orale de la procédure est clôturée. L'affaire est mise en délibéré et un jugement sera rendu à une date ultérieure. Nous vous remercions. Je pense qu'on peut se mettre là derrière.